Merci beaucoup. Monsieur le recteur de l'université, messieurs, mesdames les organisateurs, honorables invités, mesdames, messieurs les lauréats, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi que de participer à une cérémonie qui célèbre l'excellence. Et quand j'ai eu le plaisir d'être invité et que j'ai compris qu'il y avait ici une opportunité de partager une expérience avec la jeunesse du Sénégal, j'ai trouvé que c'était un honneur et que ça méritait de changer les emplois du temps afin de s'assurer d'être là, à vos côtés, pour partager l'expérience qui est la mienne. Je me souviens que lorsque j'étais au lycée Van Vollenhoven, maintenant au lycée Lamine Gueye, j'avais reçu un prix d'excellence du président de la République, M. Abdou Diouf, qui à l'époque était Premier ministre, et c'est quelque chose qui m'avait énormément touché. Ça lui avait aussi peut-être porté chance, mais je vous avoue que je ne savais pas que j'allais remettre des prix d'excellence aujourd'hui, donc ne pensez pas que c'est la seule raison pour laquelle je suis venu. Je ne voudrais pas vous donner de leçons dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on puisse enseigner. Je me contenterai plutôt de fixer le cadre, d'échanger avec vous sur les enjeux, les opportunités et les défis auxquels nous faisons face et sur le rôle de l'entrepreneuriat dans le développement économique, social et humain du Sénégal. D'ailleurs, je voudrais que cette séance soit aussi interactive que possible et à l'issue de ma présentation, si vous avez des questions et si le temps imparti nous le permet, je serai ravi de répondre à quelques questions. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est en pleine transformation, dans un monde global. Nous vivons dans un monde où les technologies, notamment les technologies de l'information, font tomber les barrières physiques et sociales qui ralentissaient la communication, ralentissaient le transfert de compétences et ralentissaient le progrès. Le dialogue aujourd'hui entre individus de différentes races, de différents pays, de différentes religions est tellement facilité et prend une ampleur telle qu'il empiète sur le dialogue entre les nations. Je pense qu'il faut le comprendre, il faut l'appréhender afin de pouvoir saisir notre rôle et notre position dans cette civilisation universelle dans laquelle nous vivons. Civilisation universelle que notre premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, avait peut-être appréhendé en avance sur son temps. L'Afrique a souvent été présentée et continue d'être présentée dans les médias internationaux comme un continent sans espoir. Il est vrai que lorsqu'on parle de l'Afrique à la télé, sur certains médias, on nous parle souvent d'instabilité politique, on nous parle souvent de corruption, d'épidémie, de taux d'alphabétisation qui sont faibles. Mais à y regarder de près, on peut dégager une vision très différente de celle-ci. Il est vrai que les frais sont accablants. Les pays africains occupent les dernières places, malheureusement aujourd'hui, dans les indices de bonne gouvernance et de compétitivité. Je crois que les derniers indices du World Economic Forum, qui regardaient 139 pays, ont classé le Sénégal à la 108e position, je pense, et ont devancé quand même 25 autres pays africains. C'est pour vous dire que les faits ne sont pas très bons. Il en est de même des indices de corruption. Mais pire, lorsqu'on regarde la mortalité infantile, on se rend compte que dans les pays européens, ou dans les pays dits modernes, aujourd'hui, seulement c'est déjà un chiffre élevé, seulement 7 enfants de moins de 5 ans décèdent en moyenne. Et lorsqu'on compare ça au taux en Afrique subsaharienne qui est de 174, on se rend compte que la situation est tout simplement inacceptable et mérite d'être corrigée rapidement. Lorsqu'on regarde aussi les taux d'alphabétisation et qu'on se rend compte qu'en moyenne, l'Afrique subsaharienne a un taux d'alphabétisation de l'ordre de 50% pour les pays les plus avancés, comparé au taux de 90 à 100% dans le monde dit développé, il y a là aussi des efforts à produire. Et si on s'attarde un peu sur
la situation médicale et qu'on regarde par exemple le problème du VIH, alors que l'Afrique ne représente que 15% de la population mondiale, 2/3 des gens atteints de ce virus sont en Afrique et qu'aujourd'hui, un Africain sur 12 est soit porteur du virus, soit malade. À ces faits et ces statistiques qui sont difficiles à avaler, se rajoutent aussi ces déceptions permanentes. Il est vrai qu'à chaque fois qu'un pays africain a réussi à se mettre sur la voie du progrès, à montrer une autre image de l'Afrique, souvent ce pays a été pris d'une crise de leadership. Et des leaders soit corrompus ou soit pas à la hauteur des défis auxquels ils devaient faire face, ont souvent détruit les avancées faites par leurs prédécesseurs, amenant la communauté internationale à conclure que l'Afrique est peut-être maudite. Eh bien, je suis là aujourd'hui pour vous dire que l'Afrique est loin d'être maudite. Au contraire, je pense que l'Afrique est bénie. Je pense que l'Afrique est bénie parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est 1 milliard d'habitants. C'est 1 milliard d'habitants, c'est les plus grandes ressources naturelles parmi tous les continents, c'est les plus grandes terres arables parmi tous les continents, c'est les plus grandes ressources d'eau parmi tous les continents. Et c'est un continent où la structure de la population nous permet d'augurer d'un futur beaucoup préférable à ce que nous avons connu dans le passé. En effet, lorsque vous regardez la population africaine, près de 40% de la population a entre 15 et 24 ans et s'appelle à rentrer dans le monde actif. Et si vous comparez cette taille de la population, cette structure démographique, elle se compare tout à fait à celle de la Chine il y a 15 ans avant qu'elle ne commence son explosion économique. Ce siècle est donc celui de l'Afrique. Et c'est vous, mesdames et messieurs les lauréats, qui allez construire cette Afrique dont on rêve. La croissance démographique et la croissance économique de l'Inde et de la Chine ont entraîné une augmentation exponentielle de la consommation, augmentant les prix des commodités et des denrées alimentaires, ce qui est une aubaine pour l'Afrique. Par ailleurs, cette augmentation de la consommation a aussi eu un effet positif sur le prix du pétrole, qui quelquefois est difficile pour certains pays comme les nôtres, mais qui crée une opportunité extraordinaire, puisque maintenant on parle d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique, qui sont des énergies qui sont très disponibles en Afrique. Et sans énergie, on sait très bien qu'il n'y a pas de développement. Le développement économique de l'Inde et de la Chine aussi entraîne un enrichissement de ces pays-là et un niveau de vie et donc un coût de la main-d'œuvre dans ces pays qui devient de plus en plus élevé et qui tôt ou tard seront confrontés à des problèmes de délocalisation, créant encore une opportunité pour l'Afrique. Par ailleurs, la diaspora africaine a atteint un niveau de maturité tel qu'elle peut mobiliser des capitaux, mais aussi une expérience et des relations qu'elle peut mettre à disposition de leur pays. Aujourd'hui, les montants transférés par la diaspora au Sénégal avoisinent les $1 milliard officiellement et sont sans doute beaucoup plus élevés que cela. Finalement, l'investissement ou les investisseurs internationaux se diversifient et se tonifient avec de nouveaux types d'investisseurs qui viennent investir chez nous, du Moyen-Orient, de l'Inde, de la Chine, qui viennent s'ajouter aux investisseurs traditionnels africains, aux investisseurs occidentaux. Donc ces conditions favorables créent pour nous une opportunité historique qu'on ne peut pas se permettre de rater, car nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité est de laisser une Afrique meilleure à nos enfants. On peut donc se permettre d'être optimiste sur le futur de l'Afrique, mais ces conditions ou ces constatations, qui sont fort positives, ne sont malheureusement pas suffisantes. En effet, les gouvernements africains, pour la plupart, n'ont plus la capacité de financer à eux seuls le développement économique malgré ces opportunités-là. Des décennies de mauvaise gouvernance, de corruption, de projets non rentables ont complètement détruit les finances de ces États qui ne sont plus capables de financer le développement à eux seuls. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez l'avènement de ce que certains appellent la solution, les partenariats publics-privés ou PPP, qu'on utilise à toutes les sauces,
mais qui montre en fait que le secteur privé est en train de se substituer au secteur public et d'apporter les financements et l'expertise nécessaires pour le développement économique et social de l'Afrique. Le rôle du secteur privé est donc essentiel et l'entrepreneuriat en est le cœur. Il est donc essentiel pour le développement économique, social et humain du Sénégal et de l'Afrique que l'entrepreneuriat prenne une dimension globale. C'est l'entrepreneuriat qui crée la richesse, non seulement pour les entrepreneurs, les employés, mais aussi pour l'État, par le biais de taxes. C'est aussi l'entrepreneuriat qui crée des emplois qui permettent à beaucoup d'hommes et de femmes de gagner leur vie correctement et de vivre dans la dignité. Et c'est l'entrepreneuriat aussi de nos jours qui permet de promouvoir un pays. La compétition en termes de développement se fait aujourd'hui au niveau de la capacité des États à générer des sociétés concurrentielles sur le plan global. Beaucoup d'Africains, malgré les conditions difficiles que je vous ai décrites, ont déjà réussi à créer des sociétés compétitives au niveau régional ou au niveau international. Et ceci est de bon augure. Mais surtout, tous les jours, nous avons en fait des leçons d'entrepreneuriat de la part des commerçants, qu'on appelle au Sénégal les baol-baol, qui nous démontrent tous les jours l'importance de la fibre entrepreneuriale. Si vous regardez le nombre d'employés formels, si on peut les appeler ainsi, au niveau du Sénégal, il y en a peut-être 500 000. À titre de comparaison, IBM, dans le monde, a 460 000 employés. Sur ces 500 000 employés, vous avez seulement 15% des employés qui sont du service public et 85% qui sont du secteur privé. Comparez ça au secteur informel dit des baol-baol, il y a une estimation qui dit que 4 500 000 personnes travaillent dans le secteur informel et génèrent à peu près 60% du PIB national. C'est vous dire l'importance du secteur informel et la nécessité d'assister ce secteur informel et de lui donner les motivations nécessaires et les incitations nécessaires pour qu'il se formalise et pour qu'il se développe. D'ailleurs, ceci n'est pas une particularité du Sénégal. La majorité des pays dits développés aujourd'hui ont eu à faire face à ce challenge et l'ont réussi. Il est donc important que l'État joue son rôle, car il a un rôle déterminant dans le développement du secteur privé. La première chose qu'on peut attendre, c'est de créer un cadre légal et réglementaire propice, facilitant la création d'entreprises, un cadre légal et réglementaire clair, un cadre fiscal qui non seulement doit être allégé, mais surtout prévisible, car il n'y a rien de pire que l'absence de visibilité pour un entrepreneur, en termes notamment fiscaux. Le rôle de l'État est aussi d'assurer un minimum de choses, notamment les facteurs de production. Je pense que la situation de l'électricité au Sénégal vous montre à quel point il est important d'avoir des facteurs de production disponibles et à des prix acceptables. L'État a aussi un certain rôle de créer en fait ce qu'on appelle des clusters ou des pépinières qui permettent aux entrepreneurs de créer des synergies et de pouvoir être compétitifs sur le plan global. Aussi, dans le secteur de la formation, il est important que l'État forme la main-d'œuvre, non seulement les cols blancs, mais aussi les cols bleus, comme on les appelle, pour pouvoir supporter les entrepreneurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et finalement, le rôle de l'État doit aussi être important pour attirer les investisseurs internationaux au niveau du Sénégal. Le cas de Singapour est édifiant. Lorsque Singapour s'est séparé de la Malaisie, ce petit pays était dans une situation bien différente de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Personne ne pouvait penser que 30 ans plus tard, ce pays serait l'un des pays les plus avancés au monde, avec le 3e centre financier au monde, avec un niveau de formation et de développement et de PIB par habitant parmi les plus élevés au monde. Lorsque Lee Kuan Yew a eu à prendre une décision, sa priorité a été de supporter l'entrepreneuriat et de créer des emplois. Pour ce faire, il a d'abord éradiqué la corruption. Il a créé un environnement fiscal favorable
et à donner des facilités aux investisseurs nationaux et internationaux pour qu'ils puissent se développer en les accompagnant en leur fournissant des moyens de financement, qu'ils soient en termes de support bancaire ou de support par des fonds d'investissement, pour que ces derniers puissent développer des industries stratégiques pour Singapour. Mais si Singapour ou d'autres dragons asiatiques ont pu, comme on les appelle, ont pu développer leur secteur privé et leur entrepreneuriat, je ne vois vraiment pas pourquoi l'Afrique et le Sénégal en particulier n'y arriveraient pas. C'est vrai que malgré les conditions difficiles et malgré le poids de l'histoire, les Africains et les Sénégalais en particulier se sont distingués sur le plan international dans bien des domaines. Que ce soit au niveau spirituel, ou que ce soit au niveau des poètes, des écrivains, des artistes, qui sont connus partout dans le monde, que ce soit au niveau de nos chanteurs, de nos sculpteurs, de nos musiciens, qui ont créé et exporté des genres nouveaux, ou même au niveau de nos jeunes sportifs, qui, malgré les conditions quelquefois difficiles, dans toutes les disciplines, ont réussi à s'imposer sur le plan global. Je vous rappelle le succès que nous avons connu à la Coupe du Monde en 2002, où qui aurait pu penser qu'un pays comme le Sénégal, avec 12 millions d'habitants, pourrait se retrouver parmi les 8 meilleurs du monde. Ce que nous avons fait dans le domaine du sport, dans le domaine culturel, dans le domaine spirituel, nous pouvons le faire dans le domaine économique, et nous devons de le faire. Et les personnes qui sont responsables pour ce succès, ce sont vous. C'est la jeunesse, ce sont les entrepreneurs. Et c'est à vous de relever en fait ce défi. Comme je vous le disais tantôt, si 75% des employés du secteur formel sont dans le secteur privé, c'est par le secteur privé et par l'entrepreneuriat qu'il faut commencer pour changer les valeurs et le mode de travail des entreprises au Sénégal. Je voudrais m'attarder sur les quelques éléments qui me paraissent être les éléments les plus essentiels pour le succès dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes dans un monde global. Nous sommes dans un monde où les talents sont disponibles. Au même titre que l'information, ils voyagent et sont prêts à rejoindre des entreprises là où ces entreprises sont concurrentielles. Il en est de même des finances. Les finances sont prêtes à suivre tout projet viable sur un plan international. Mais la condition sine qua non pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité parce que tout est basé sur la relation. L'intégrité dans vos relations avec vos fournisseurs, l'intégrité dans vos relations avec vos clients, l'intégrité dans vos relations avec vos actionnaires, avec l'État, mais aussi avec vos employés. C'est cette intégrité et cette culture de l'excellence qui peut nous permettre de créer un entrepreneuriat global nécessaire au développement économique et social du Sénégal. L'exemple du Costa Rica, par exemple, montre comment le secteur privé peut et doit prendre l'initiative pour le développement économique d'un pays. Il est vrai qu'au Costa Rica, le secteur privé a pris l'initiative d'attirer les investissements en établissant une organisation privée à but non lucratif qui avait pour seule vocation de lutter contre la corruption, de créer un cadre fiscal fiable et de créer une bonne infrastructure pour le développement des entreprises. Ils sont même allés plus loin. Dans le milieu des années 70, cette organisation a intervenu auprès des institutions multinationales pour attirer les investisseurs internationaux. L'État a été forcé de suivre ce leadership du secteur privé et a investi dans la formation des gens dans le domaine des technologies de l'information et a créé un institut qui a formé gratuitement plus de 127 000 techniciens. Les résultats aujourd'hui sont qu'aujourd'hui, plus de 30 multinationales employant plus de 10 000 personnes se sont installées au Costa Rica. En 15 ans, les exportations du Costa Rica ont quintuplé et aujourd'hui, le Costa Rica est le premier exportateur de technologies de l'information par habitant en Amérique latine. Pour vous dire que l'entrepreneuriat a une responsabilité et que nous autres, en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, avons une responsabilité de prendre un leadership pour créer un environnement où le développement économique et social et humain du Sénégal sera possible. Il est temps, comme le disait John Kennedy, d'arrêter de se poser la question de savoir ce que l'État peut faire pour nous, mais de plutôt de poser la question de savoir ce que nous pouvons faire pour le Sénégal.
Des conditions favorables, nous l'avons vu, se présentent, mais les gouvernements n'ont plus les moyens de financer le développement de l'Afrique ou le développement de l'économie toute seule. Le secteur privé est donc la clé, et le cœur du secteur privé, c'est l'entrepreneuriat. C'est donc l'entrepreneuriat, c'est vous, en tant que nouveaux entrepreneurs, qui allez nous permettre de saisir ces opportunités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des énergies renouvelables, de la culture, du sport, pour créer des emplois afin que chaque Sénégalais puisse vivre dans la dignité, dans la paix et assouvir ses besoins et ceux de sa famille. Mais encore une fois, je reviens sur le point essentiel. Dans cette civilisation globale, dans cette civilisation de l'universel, nous autres entrepreneurs, nous nous devons d'avoir des valeurs et des objectifs à la hauteur de ces opportunités qui nous sont présentées. À savoir, une fois de plus, l'intégrité dans ce que nous faisons et l'excellence. Il s'agit d'être le meilleur dans ce qu'on fait au plan global. Il ne s'agit pas d'être le meilleur dans son quartier ou d'être le meilleur dans son pays. Nous avons la possibilité, en tant que jeunes Sénégalais, d'être les meilleurs dans ce que nous faisons au niveau global. Et c'est ça qu'il faut se fixer comme objectif. Il est vrai qu'il y a des prérequis pour attirer les talents et attirer les capitaux. Mais ces prérequis-là, en prenant le leadership, nous pouvons amener nos États à créer cet environnement qui nous permettra de faciliter l'attraction des talents et le maintien des capitaux. Aujourd'hui, les meilleurs, employés souhaitent vivre dans une société ouverte, dans une société multiculturelle et multiculturelle, où la justice existe, où la corruption est maîtrisée, dans un pays où ils peuvent s'établir et amener leur famille, pour que leur famille ait accès à l'éducation et à la santé. Les capitaux, quant à eux, ont besoin d'un cadre fiscal et réglementaire clair. Voici les deux choses que nous devons attendre d'un État, mais nous pouvons, en prenant notre position de leader, amener l'État à mettre en place cet environnement. Je voudrais vous faire travailler un peu et vous inviter sérieusement à imaginer là un pays en Afrique où il n'y aurait pas de corruption, où la bonne gouvernance serait de rigueur, où la justice serait indépendante, où les valeurs de tolérance et d'ouverture seraient célébrées, où les entrepreneurs, avec le support de l'État, créeraient des emplois et de la richesse dans la transparence et dans l'équité, pour que tous les citoyens de ce pays africain puissent avoir accès à l'éducation et à la santé et vivre dans la dignité. Que ce pays serait attrayant. J'aimerais bien que mes enfants vivent dans ce pays-là. J'aimerais bien que vous grandissiez dans ce pays-là. Et bien pour moi, ce pays, c'est le Sénégal de demain. Mais je vous invite à ce qu'on le construise ensemble, nous autres entrepreneurs. Individu par individu, quartier par quartier, ville par ville, en développant un entrepreneuriat concurrentiel et compétitif sur un plan global, sur la base de valeurs modernes, de bonne gouvernance, de transparence et d'équité. Je vous remercie. Si vous avez des questions, et si le temps nous le permet, je serai ravi d'en prendre quelques-unes et d'essayer d'y répondre.